Oui. À part raison que le grand prix, toujours, on le met toujours de côté. Il y a une chose que Bonjour Jacques Dallest, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez été successivement juge d'instruction, procureur de la République, puis procureur général dans différents tribunaux. Vous êtes également cofondateur du pôle Cold Case, qu'on appelle comme ça communément, mais qui s'appelle réellement le pôle des crimes sériels et non élucidés. Pourquoi la création de ce nouveau pôle judiciaire ? Alors, c'est la suite d'une intense réflexion et d'une pratique professionnelle que j'ai eue, que des avocats ont eue, qui étaient un peu spécialisés dans les crimes non élucidés. J'ai connu en tant que juge d'instruction un certain nombre de crimes non résolus, que j'ai malheureusement instruits sans succès. Tout ça m'a fait réfléchir à plusieurs reprises. J'ai essayé de monter une cellule Cold Case à Marseille, entre 2008 et 2013, où j'étais en poste comme procureur. Et en 2018, j'ai proposé, après une rencontre avec Didier Seban, l'avocat spécialisé dans les cold cases, je me suis dit qu'il fallait qu'on améliore la façon dont la justice traitait de ces affaires non résolues, des affaires anciennes. J'ai proposé au ministère de la Justice cette réflexion. On m'a confié un an plus tard la présidence d'une commission. On s'est réunis à une douzaine, en plein Covid malheureusement, puisque c'était l'épidémie. On a pu donc quand même se réunir et en 2021, on produit un rapport dans lequel on préconise un certain nombre d'orientations intéressantes, dont celle de créer une justice spécialisée dans le traitement des crimes non élucidés. Pourquoi ? Parce que les tribunaux ordinaires sont pris par des affaires extrêmement nombreuses, des affaires urgentes, des gens en garde à vue, des trafics de drogue, des violences, et n'ont pas le temps de se consacrer à ces affaires anciennes. Et on s'est dit qu'il fallait donc spécialiser des juges. Et cette proposition a été retenue par le garde des Sceaux de l'époque, Dupond-Moretti. La loi a été votée, qui a créé une structure qui est maintenant à Nanterre, de magistrats, de procureurs et de juges d'instruction, dont tout le temps est consacré au traitement de ces affaires anciennes. Et depuis le 1er mars 2022, fonctionne, bientôt 3 ans, fonctionne le pôle de Nanterre, qui a à peu près 120 dossiers. Et on voit que petit à petit, ils ont des succès, il y a des dossiers qui sont résolus. Et donc, c'est une grande satisfaction de se dire que le travail qu'on a fait aboutit à la création d'une nouvelle structure dans le paysage judiciaire français. C'est combien d'affaires aujourd'hui, les pôles Cold Case ? Je crois à peu près 120. D'accord. 120 dossiers. Pour 3 juges d'instruction, il peut y en avoir une 4e. Ça commence à être beaucoup. Et se posera un moment le problème de la saturation de ce pôle, sachant qu'il y a des centaines de cold cases un peu partout en France. Beaucoup sont encore instruits, traités dans des juridictions ordinaires. Oui. Tous les cold cases ne sont pas centralisés à Nanterre. Et le problème, c'est que le juge de Brest, le juge de Toulouse, le juge d'instruction de Toulon peut être pris par beaucoup d'autres dossiers. Mais on sait que la demande est très importante. Les familles sont extrêmement nombreuses, veulent que leur dossier, la disparition d'un proche ou le meurtre puisse avancer. Et donc, ce sera la réflexion à mener. Est-ce qu'il ne faudra pas créer d'autres pôles, peut-être un jour, ou recruter d'autres magistrats au pôle de Nanterre pour faire face au nombre énorme de dossiers, puisque ce sont des dossiers nombreux, mais en plus très longs. Il est plus facile d'ouvrir un dossier au pôle de Nanterre que de le clôturer. Donc, c'est un sujet qui se posera un moment ou un autre, mais en tout cas, on constate qu'il a plutôt de beaux succès jusque-là. Est-ce que c'est une spécificité française ? Oui, on est un des premiers pays du monde à avoir une justice spécialisée. En Hollande, ils sont très en avance, mais ils ont des magistrats référents, mais pas complètement spécialisés. On est sans doute le premier pays au monde à avoir une structure d'une douzaine de personnes qui travaillent que sur des dossiers anciens, ce qui est quand même un luxe qu'il faut souligner. Et donc ça suscite un vrai espoir dans les familles. Se met en place petit à petit une culture cold case, et ça, je trouve ça très bien. Pas seulement intéressant le pôle de Nanterre, mais qui peut intéresser tous les magistrats qui travaillent sur des dossiers non élucidés, de se dire, d'abord, je vais m'y intéresser, même si mon temps est pris par d'autres dossiers, je vais recevoir les proches,
qui souvent se plaignent de ne pas être reçus par la justice. Je vais me mettre dans les sciences nouvelles pour savoir si avec l'ADN, on ne peut pas peut-être trouver de nouvelles pistes, etc. Il y a une nouvelle culture, une nouvelle envie, une nouvelle connaissance sur la problématique des cold cases qui je trouve intéressant. On sait que c'est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Personne n'est épargné par ce phénomène, le crime non résolu, puisqu'évidemment, un meurtrier, quand il tue, il fait tout pour ne pas être identifié la plupart du temps. Donc, ce qui s'est mis en place en France, c'est vraiment quelque chose de très très bien, plutôt à le nord de la France. Et je pense que ça devrait durer des années. Ça va encore s'améliorer, la loi va encore progresser, la science va encore progresser. Et je pense, et je le dis souvent, qu'en 2040 ou en 2050, on résoudra des crimes qu'on ne résout pas aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et donc, justement, comment sont sélectionnées les affaires qui sont traitées par ce pôle? Alors, le pôle a des critères de saisine qui sont un peu particuliers. Le pôle ne prend pas des règlements de compte, par exemple. Toutes les affaires de crimes de sang et de viol, c'est uniquement ça, les cold cases. Ce ne sont pas des vols, ce ne sont pas des cambriolages, ce sont des meurtres et des viols. Les dossiers éventuellement sériels, où il y a une succession de morts ou de viols qui semblent imputables à la même personne, le pôle a vocation à s'en saisir. Et également toute affaire criminelle qui a plus de 18 mois depuis la commission des faits. C'est dans la loi. Exemple, si à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, un crime est commis, l'instruction sera traitée par le tribunal de Bourg-en-Bresse, et c'est seulement au bout des 18 mois, si le dossier ne progresse pas, que l'affaire peut être transmise à Nanterre, facultativement. Donc ça, c'est bien. Ça ne prive pas le juge ordinaire de son dossier, ce n'est simplement qu'au bout de 18 mois, c'est le temps que nous avions proposé dans notre commission. Si un crime n'est pas résolu dans les 18 mois, on peut penser que là, ça devient compliqué, sachant que la plupart des homicides sont solutionnés dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois qui suit. Et donc, c'est plutôt bien parce que ça ne prive pas, encore une fois, les juges ordinaires de leur affaire, et le pôle n'interviendra qu'au bout d'un certain temps, à condition que personne n'ait été mis en cause dans le dossier. Il ne faut pas qu'il y ait de mise en examen, des choses comme ça, il faut que ce soit un dossier contre X, sans personne en cause, et le pôle a vocation à traiter toutes les affaires de crimes de sang et de viol. Le viol qui ne concerne pas non plus des viols entre personnes qui se connaissent. Le viol familial, non, ça c'est plutôt les viols de prédation, les violeurs en série. Voilà, on peut penser comme le violeur de la Sambre, l'affaire aurait pu être traitée par le pôle de Nanterre si l'affaire avait été plus récente. Voilà, les tueurs en série, la tuerie de Chevalier, voilà une affaire qui est au pôle de Nanterre, une énigme depuis 12 ans maintenant. Des grandes affaires criminelles. L'affaire du Petit Grégory n'est pas un cold case au sens de la loi. C'est un cold case, bien sûr, mais des personnes ont été mises en cause. C'est pour ça que l'instruction est toujours à Dijon, après avoir été délocalisée depuis Épinal, parce que des personnes ont été mises en cause, donc le pôle n'a pas vocation à reprendre des dossiers où des gens ont été mis en cause. Personne l'a été, et c'est pas le cas de l'affaire du Petit Grégory. Les enquêteurs de ce pôle disposent-ils de moyens spécifiques, qu'ils soient techniques ou humains, différents des juridictions ordinaires? Non, le pôle, d'abord, n'a pas vocation à prendre tous les cold cases. Hein. Il n'en aurait pas les moyens. Donc, il y a une appréciation entre le tribunal local et le tribunal de Nanterre pour savoir si le dossier peut venir au pôle. En fait, leur seule spécificité, c'est leur temps. Tout leur temps est consacré à ça. Ce qui n'est pas le cas pour un juge ordinaire qui a des affaires de trafic de drogue, d'escroquerie, etc. Et ils ont des enquêteurs spécialisés qui travaillent avec eux, ou non spécialisés, des enquêteurs locaux dont une partie du temps est consacrée à des dossiers anciens. Ils font appel à des nouvelles technologies et qui ne sont pas réservées aux gens de Nanterre. N'importe qui peut s'en servir, l'archéologie judiciaire, toute la biologie. Et ils ont surtout une culture, une connaissance, peut-être aussi sur les techniques d'interrogatoire. Comment interroge-t-on un Michel Fourniret ou une Monique Olivier? On ne l'interroge pas comme on interroge l'auteur d'un crime conjugal, par exemple. Voilà, c'est plutôt ça, mais ils n'ont pas de moyens exceptionnels. Ils appliquent les moyens que la loi leur donne et qui ne sont pas non plus, qui ne leur sont pas réservés. Les familles peuvent-elles faire la demande de saisine au post-cold case? Oui, les familles, les parties civiles, représentées par un avocat, peuvent demander au procureur local que le dossier soit transmis au pôle de Nanterre. D'accord.
Après, c'est une appréciation entre le parquet local et le procureur de Nanterre s'il prend ou pas l'affaire. Mais c'est ce qui se fait le plus souvent, puisque ça peut être une démarche spontanée du procureur, mais également sur demande de la partie civile. Et beaucoup de familles aimeraient bien que leur dossier soit transmis au pôle. C'est un espoir pour eux. Alors, encore une fois, le pôle ne peut pas tout prendre. Puis, il y a des dossiers, malheureusement, qui peuvent être très anciens, qui peuvent être prescrits. D'autres où les scellés ont été détruits, un vrai sujet, ce qui peut priver le pôle de Nanterre de tout espoir de faire avancer le dossier. Si les scellés de l'affaire ont été détruits, sur le plan scientifique, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Voilà. Donc il y a quand même un examen, dossier par dossier, sur l'opportunité de se saisir pour Nanterre. Ce n'est pas automatique. Et donc justement, on a vu que le pôle Caucase a permis de résoudre 9 enquêtes, 9 dossiers du moins. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce résultat aussi performant? Alors je nuance un peu, des personnes ont été mises en examen, elles n'ont pas été encore jugées. Donc on ne peut pas parler d'affaires résolues. Ce qui serait intéressant, c'est d'attendre le premier jugement en cour d'assises de ces gens-là, parce que la plupart nient les faits ou contestent. C'est des gens qui ont été mis en cause à partir de leur ADN, identifiés des années plus tard. Je crois qu'un des derniers, c'est l'affaire Ginette Nem, un meurtre de 2000 dans le Var, et on a retrouvé l'ADN de la victime sous les ongles d'un suspect 25 ans après. Reste à voir si le dossier ira juste à une cour d'assises. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que les dossiers avancent. Même si sur à peu près 120 affaires, vous voyez que le nombre est restreint. Mais c'est quand même un espoir très important pour les familles. Comment fait-on des reconstitutions et fait-on des reconstitutions sur des affaires qui sont très anciennes, plus de 30, 40 ans? Alors la reconstitution, elle peut ne pas être possible si les lieux ont été détruits, ont disparu. Il y a une affaire, l'affaire Bonfanti, un crime qui remonte à 1986, où une jeune femme a été étranglée dans le hall d'une maison par l'auteur, et la maison a été détruite depuis. Donc on ne peut pas faire de reconstitution. C'est faisable quand les lieux n'ont pas changé, si vous avez un suspect, et donc ça dépendra de l'endroit où ça s'est passé. Peut-être que l'urbanisation a fait changer les lieux, donc il y a des reconstitutions qui ne pourront pas être faites. Peut-être d'autres pourront être faites ailleurs. Si l'auteur dit, ben voilà, le geste qui a été le mien, ça peut se faire dans une pièce spécifique. C'est compliqué, 30 ans, 40 ans après, de retrouver le lieu identique à ceux où s'est passé les crimes, mais c'est à voir selon chaque affaire. Et ces reconstitutions, elles sont utiles pour se représenter l'environnement, des distances, des choses comme ça, parce que je pense que 40 ans après, on ne peut pas espérer retrouver d'indices sur ces scènes de crime. On est bien Alors, d'accord? les reconstitutions, moi j'en ai fait beaucoup comme juge d'instruction, avec des personnes mises en examen, des affaires récentes. Quand on a une personne, soit qu'elle nie les faits, soit qu'elle reconnaît, il est bien d'aller sur les lieux, je parle d'une affaire récente, pour voir si ce que dit l'intéressé correspond aux constatations médico-légales. Ça, c'est faisable parce qu'on est sur des affaires récentes. Une affaire très ancienne, la reconstitution peut n'avoir aucun intérêt. Si le mis en examen nie les faits, qu'est-ce qu'il va reconstituer? On ne va rien reconstituer parce que s'il n'y a pas de témoin, ces déclarations, et la victime n'est plus là pour dire le contraire, donc la reconstitution n'aura pas d'intérêt. Sauf si l'intéressé, le mis en cause, reconnaît les faits, peut-être qu'il faudra qu'il explique comment ça s'est passé avec un mannequin ou un figurant. Voilà, j'étais dans la forêt, j'ai croisé quelqu'un. Tout ça peut se faire avec des figurants, mais il faut que ça apporte quelque chose au dossier. Et les juges d'instruction, par principe, ne font pas une reconstitution pour le plaisir. Tout ça est accompagné de prises de photos, de clichés. Ça a un intérêt parce que les jurés qui auront à juger l'affaire dans une cour d'assises aiment bien voir les photos, se rendre mieux compte peut-être de la façon dont ça s'est passé, même si une reconstitution fige toujours les choses. Elle est un peu statique, alors qu'on sait que c'est du dynamique quand les gens sont en action. Mais c'est toujours intéressant de visualiser, autant que faire se peut, la scène, et le plus proche des lieux si possible. Selon vous, y a-t-il des technologies ou des méthodes qui sont encore sous-exploitées dans les enquêtes? Alors oui, mais la science est en perpétuelle évolution. L'ADN de 2025 n'est pas l'ADN d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. La technologie a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, avec une cellule, on peut identifier, extraire un ADN, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans en arrière.
on progresse. Et si vous interrogez un biologiste, il vous dira qu'en 2030, en 2040, on sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Donc la science est en perpétuelle évolution. Il y a les sciences traditionnelles, puis il y a des sciences nouvelles. Je parlais de l'archéologie judiciaire pour déceler des cavités sous les sols, l'entomologie, l'étude des pollens, l'étude des bactéries. Tout ça va progresser. L'intelligence artificielle va apporter beaucoup. Et ça, c'est un espoir de résolution des dossiers, effectivement. Est-ce que le logiciel iCrim est-il utilisé dans le pôle Colcaise? Alors, c'est un logiciel qui est utilisé par les gendarmes, en particulier d'analyse criminelle. Les policiers en ont un également, qui leur permet de brasser beaucoup de données. Parce qu'un dossier non résolu, c'est des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone. Il faut beaucoup de données. Et l'intelligence artificielle peut aider des logiciels pour retrouver des éléments dans un dossier qui peut faire des milliers de pages. C'est ça qui est intéressant. L'affaire de la tuerie de Chevaline, le dossier fait plus de 100 tomes. Donc l'esprit humain ne peut pas tout maîtriser. Donc la technologie permet de recouper des informations, de les extraire. Et c'est quelque chose qui est nouveau, qui évidemment vient éclairer les enquêteurs. Il y a des années en arrière, il fallait prendre un dossier page par page, le relire. Aujourd'hui, on a des possibilités informatiques qui permettent de faciliter le travail des enquêteurs, surtout quand il y a des milliers de données. Et ça va encore progresser, bien sûr. Jusqu'où, on ne sait pas. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai connu l'époque très ancienne où une scène de crime, on pouvait la survoler en hélicoptère, ce qui était très lourd. Aujourd'hui, avec des drones, vous pouvez aller dans des endroits qu'on ne pouvait pas voir, visualiser à des distances très différentes. Maintenant, il y a des scanners de scènes de crime. On peut scanner toute une scène, un lieu où s'est passé le crime, ce qui fait que si le lieu un jour est détruit, on a conservé un certain nombre d'indications. On a des moyens technologiques supplémentaires, mais je dis toujours, on est bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais dans 30 ans, nos successeurs seront bien meilleurs que nous aujourd'hui. C'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'on a toujours tendance à se positionner de façon un peu, on est meilleur qu'avant. Oui, mais on est moins bon que ce qu'on sera dans l'avenir. Et je pense qu'il y aura toujours néanmoins des cold cases, mais grâce à toutes ces sciences nouvelles, le fait qu'aussi, aujourd'hui, vous le savez, toute personne a un téléphone portable, donc on sait qu'un téléphone portable peut vous tracer, bornage et autres. Nordal-Lelandais, on a pu le coincer, notamment parce que son téléphone a montré qu'il circulait beaucoup. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Et vous remarquez qu'un certain nombre de crimes non résolus datent il y a des années 80-90. À l'époque, on ne connaissait pas Internet, on ne connaissait pas le téléphone portable, et donc le meurtrier se baladait son téléphone. Il y avait moins de caméras aussi. Tandis qu'aujourd'hui, le téléphone, à moins de ne pas en avoir, mais ce n'est pas le cas du meurtrier qui est improvisé, qui n'est pas un malfaiteur habituel, qui lui peut se promener avec son téléphone, qui va le trahir. Je crois que le meurtre de la petite Philippine au bois de Boulogne, par un jeune Marocain, c'est un peu grâce à son téléphone qu'on a pu retracer cet individu. La petite Lina qui a été enlevée et tuée par un type qui s'est suicidé, là aussi, c'est le téléphone qui l'a permis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait trahir par sa propre technologie, les montres connectées, les voitures connectées, le téléphone, ce qu'on n'avait pas dans le passé. Donc, ça, l'ADN et tout, sont des moyens nouveaux d'investigation qui vont permettre aux enquêteurs de progresser. Et donc, on n'échappe plus au contrôle des uns et des autres si on utilise ces moyens. D'ailleurs, les malfaiteurs organisés, ils évitent d'avoir un téléphone portable. Oui, ils ont des puces qu'ils jettent parce qu'ils savent très bien qu'on peut les tracer. Mais ça, ce n'est pas applicable au criminel ordinaire qui, encore une fois, va s'improviser assassin alors que rien ne permettait de penser qu'il serait un assassin un jour. On est conscient de l'apport de tels logiciels comme Anacrim aujourd'hui dans les enquêtes. Avez-vous, vous, connaissance d'un cas ou de plusieurs où Anacrim a envoyé des enquêteurs sur des mauvaises pistes? Je ne peux pas vous dire, il faudrait voir avec eux. D'accord. L'enquêteur ne sait pas. Tous ces moyens technologiques ne se substituent pas aux enquêteurs, ce sont des aides formidables, mais l'être humain, l'esprit humain restera toujours déterminant. Ce n'est pas la machine qui spontanément va dire il faut faire ça, ça et ça, c'est un outil. Après, c'est à l'intelligence humaine, naturelle, d'analyser. Si vous retrouvez l'ADN d'un suspect sur une scène de crime, ça ne veut pas dire que cette personne a tué la victime,
Ça veut dire que peut-être elle était présente dans la pièce, mais avant le crime. Donc, ce n'est pas l'ADN qui en soi va accuser, c'est l'interprétation que l'enquêteur fera par sa propre intelligence de cet événement. Donc, il ne faut jamais opposer technologie, esprit humain, tout va ensemble. Et il ne faut pas non plus surestimer sa propre analyse personnelle. Dans le livre que j'écris sur les cold cases, j'évoque aussi quelquefois les trop grandes certitudes de certains enquêteurs un peu expérimentés qui croient que la piste, c'est forcément celle qu'ils ont en tête. Vous savez, ce qu'on appelle le biais cognitif, l'effet tunnel. On ne veut pas démordre, on dit c'est forcément ça, et on ne veut pas envisager d'autres hypothèses. Ça, c'est la porte ouverte au cold case. Si on exclut par principe une piste, on a tort. Pour moi, la seule exclusion d'une piste, absolument incontestable, c'est si un suspect était en prison au moment du crime. Donc il faut savoir quand le crime a eu lieu. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce que la personne a été tuée tel jour, ça, si on la découvre plus tard. Et est-ce que la personne suspectée était bien en prison ce jour-là? C'est le seul alibi possible. Parce que est-ce qu'elle n'a pas obtenu une permission de sortir à ce moment-là? Et ça, on peut le vérifier, si une personne était détenue ou pas au moment des faits. En dehors de ça, il n'y a pas de bon alibi. On l'a vu avec Fourniret sur la petite Estelle Mouzin. Hein. Il avait soi-disant un alibi, et en fait, c'était quelque chose qui était bidon. Donc, il faut faire attention aux trop grandes simplifications, aux certitudes, parce que là, on peut se tromper. Et si on se trompe, on ne veut pas l'admettre. Ça ne peut pas être ça. Il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible. Imaginer presque l'inimaginable, que finalement, le bon voisin, bien gentil, bon père de famille, bah, c'est peut-être lui le meurtrier, que la personne ordinaire qui paraît bien sympathique, c'est peut-être bien elle, que la personne insoupçonnable, bah, elle n'était peut-être pas si insoupçonnable que ça. Il faut avoir l'esprit absolument vierge de tout a priori, ce qui n'est pas toujours simple, parce que plus on est dans une enquête, plus on s'imprègne, on met en avant, et on l'a vu dans l'affaire du petit Grégory, hein, des pistes absolument résolues des enquêteurs qui n'étaient pas forcément les bonnes. Il faut une espèce de souplesse intellectuelle et de modestie, c'est-à-dire de se dire peut-être que j'ai fait erreur, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a une forme d'orgueil, hein, je n'ai pas pu me tromper, mais non. Je crois que, et c'est là qu'il faut mélanger les regards, le regard d'un enquêteur expérimenté, mais aussi le regard d'un jeune enquêteur. Il faut croiser, avoir un regard croisé pour ne pas partir sur une piste en disant le reste c'est forcément pas bon, parce que là on part sur l'erreur, et si on fait comme ça, on va négliger de façon quelquefois irréversible d'autres pistes qu'on ne voulait pas accepter. Vous savez qu'il existe des meurtres gratuits, des gens qui peuvent être tués dans la rue, dans une forêt, sans raison. Bah, faut y penser au départ. Hein. C'est pas la piste à laquelle vous allez penser, et si vous l'écartez en disant ça peut pas être un meurtre gratuit, eh ben, peut-être vous vous trompez. Ou c'est pas parce que la victime a tel métier que son crime est en rapport avec son métier. Ça peut rien avoir. Donc plus on a de la souplesse intellectuelle, plus on est pragmatique, moins on commettra d'erreurs d'appréciation, et plus on laissera la porte ouverte à toutes les explications, et ce sera sans doute la meilleure attitude. Vous parlez d'intelligence intellectuelle. Est-ce qu'on peut évoquer le fait que l'intelligence artificielle puisse contribuer dans l'avenir, ou est-ce que c'est déjà le cas, éventuellement à apporter un point d'appui par rapport à des convictions de début de preuve? L'intelligence artificielle existe depuis déjà un certain temps. L'utilisation, encore une fois, des moyens modernes de communication, leur exploitation, ça se fait. Rien ne va sans ça aujourd'hui. Donc évidemment, quand vous faites appel à Orange pour savoir s'il y a eu un bornage, c'est l'intelligence artificielle qui travaille. Donc c'est un soutien considérable aux investigations, mais ça ne suffit pas. Vous n'aurez jamais la clé. Vous n'aurez jamais le meurtrier et monsieur Untel. Vous n'aurez que des orientations. On va éliminer par déduction telle ou telle possibilité. C'est vraiment un soutien, un appui, mais ça ne remplacera jamais l'être humain, l'enquêteur, vraiment. Il faut insister là-dessus, parce qu'on peut avoir des enquêteurs qui, sous prétexte qu'ils n'ont pas de preuves scientifiques dans le dossier, ils vont dire « Ah ben, le dossier, on ne peut pas le sortir. » On dit « Ah ben, l'intelligence artificielle ne nous apporte rien, donc j'en reste là. » Non, même une enquête traditionnelle à la commissaire Maigret peut aussi aboutir avec simplement des auditions, des perquisitions, à la manifestation de la vérité. Il ne faut pas non plus surestimer l'apport de l'intelligence, comme si c'était un recours sans lequel on ne pourrait rien faire. Non,
Il y a un travail d'enquête ordinaire, d'analyse. Si vous voulez faire parler un suspect, ce n'est pas un ordinateur qui fera parler le suspect, il faudra lui poser des questions. Ce sera le juge ou l'enquêteur. Donc il y a une façon d'appréhender le questionnement. On n'interroge pas encore une fois un Michel Fourniret comme on interroge un escroc. Il y a aussi une formation de ceux qui posent des questions, une sensibilité. Tout ça, c'est un ensemble, et c'est ce que j'appelle moi la culture cold case. Ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, on se forme, il faut de l'expérience. Et pour autant, même si on a 30 ans de métier, on peut se tromper. Méfions-nous de l'expérience qu'on peut tous avoir en disant ben, moi, j'en ai tellement vu que j'ai forcément raison. Non, encore une fois, le jeune enquêteur peut avoir tout aussi raison que le plus ancien, qui lui est pétri de certitude et qui ne voudra pas admettre que là, il est dans l'ignorance. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une grande humilité, en fait. C'est de se dire, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être qu'on a oublié de faire ça, tout simplement. On n'y a pas pensé, ça arrive. On aurait dû faire ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de rendre le moins irréversible possible ces erreurs, ces carences. Donc de ne pas détruire des scellés en disant « Ah ben, on l'a fait, ça ne sert à rien, je détruis ». Non, de penser au successeur. Moi, je dis toujours que le cold case, le traitement de ces affaires, c'est un peu se projeter dans l'avenir. C'est de travailler pour la postérité, en fait, de se dire ben là, on n'arrive à rien. Mais, donc, je conserve le dossier, je conserve les pièces à conviction, et peut-être dans 10 ans, 20 ans, le dossier peut peut-être rebondir. Ne pas priver l'avenir, de considérer que l'avenir n'a pas d'intérêt parce que sur le moment on ne trouve rien. Ce qu'on faisait dans le passé, dans les années 80, 90, 2000, on arrivait à un dossier, on était classé, faute de preuves, on détruisait tout pour faire de la place. C'est plus possible aujourd'hui dans les crimes non élucidés. D'ailleurs, la loi interdit de détruire des scellés dans les affaires non élucidées pour justement permettre aux successeurs, avec la science qu'ils auront à leur époque, qui sera encore bien meilleure qu'aujourd'hui, peut-être de trouver cette vérité. J'aimerais qu'on aborde ensemble maintenant des questions de procédure pure et dure. Un juge d'instruction a-t-il la possibilité de ne pas verser certaines pièces au dossier afin de protéger son enquête? Oui, ça se fait beaucoup en matière de banditisme. Il y a ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques. Si le juge ordonne des écoutes téléphoniques, il ne va pas verser la commission rogatoire dans le dossier accessible à la partie civile en particulier. Il y a des actes qu'on garde secrets, des surveillants, des écoutes téléphoniques, parce que personne ne doit être au courant, hormis les enquêteurs. Mais finalement, dans les crimes non élucidés, il n'y a pas de défense, puisqu'il n'y a pas de suspect. Il n'y a qu'une partie civile, l'avocat, qui a accès au dossier. Mais même à la famille, on ne peut pas tout dire. Imaginez que l'auteur des faits soit dans la famille, que peut-être que la mère ait pleuré, le père ait pleuré, c'est peut-être bien le meurtrier. Souvenez-vous Jonathan Daval, qui pleurait toutes les larmes de son corps, et c'est bien lui qui avait tué sa femme. Donc à un moment, même au sein de la famille, il peut y avoir des suspects, donc on ne peut pas tout dire. Quand on a évacué la piste familiale, là on peut expliquer un peu mieux à la famille ce qui se fait, mais on ne peut pas tout dire et tout faire savoir aux parties parce qu'il y a un minimum de confidentialité qui est nécessaire. C'est permis par le droit français. Oui, c'est permis par le droit français, du moment qu'encore une fois, tout ce qui est fait sera versé en procédure à un moment ou à un autre, sera accessible aux parties, et que le jour où une personne est mise en examen, la défense aura accès au dossier. On ne pourra pas lui cacher la façon dont on est arrivé jusqu'à son client. Est-ce qu'il y a eu des filatures, des écoutes téléphoniques, des choses comme ça? Il faudra bien que tout ça soit versé. C'est le droit français où une personne est accusée, donc il faut qu'elle sache ce sur quoi on l'accuse. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Le juge instruit à charge et à décharge et doit verser au dossier toutes les démarches qu'il a faites, les commissions rogatoires, etc. Les pièces annulées pour vice de procédure restent-elles présentes au dossier d'instruction? Non, les pièces qui sont annulées ou cancellées. C'est-à-dire, il peut y avoir des phrases entières qui sont noircies, qui sont cachées, on ne peut plus les invoquer. Il peut arriver que la chambre de l'instruction annule, par exemple, une partie d'un procès-verbal. Donc, elle ordonne la cancellation, c'est-à-dire une forme de trait noir sur la phrase pour ne plus qu'on lise la phrase. Ou elle peut ordonner la suppression de tels procès-verbaux. Donc, ils sont sortis du dossier, bien sûr. Et on ne peut pas les réintégrer. Non.
Ça a été annulé par une juridiction. On ne peut plus y faire état, sauf si on a recommencé l'acte qui lui a été validé, mais ce qui a été annulé, c'est définitif, si les voies de recours ont été exercées, et ça arrive que des dossiers, il y a des procès-verbaux qui aient été déclarés nuls, irréguliers, et qu'on ne peut pas les invoquer pour la suite du dossier. Et qu'est-ce que C'est vous pour ça pensez d'ailleurs que les avocats de la défense, des fois, font feu de tout bois pour obtenir des annulations, parce que ça peut être utile pour leurs clients. Obtenir éventuellement sa mise en liberté, obtenir l'annulation de la procédure. C'est pour ça que les actes un peu sensibles que sont les interpellations, les perquisitions, il ne faut pas qu'il y ait de vice de procédure, parce que si de la perquisition naît la découverte d'un indice grave, imaginez que l'arme du crime, on le retrouve en perquisition. Si on annule la perquisition pour un problème de procédure, ça peut vicier tout le dossier. Donc c'est quand même lourd de conséquences, d'où l'importance que les enquêteurs et les magistrats soient très rigoureux dans l'application de la procédure, ce qu'on ne voit jamais au cinéma. Hein. Dans les fictions, ça, on s'assoit sur la procédure, on fait un peu ce qu'on veut. On ne voit jamais l'enquêteur référer au procureur pour savoir s'il peut en mettre en liberté. C'est lui qui prend sa décision tout seul, ce qui n'est pas le droit français. Non, tout ça est soumis à des règles qui s'appliquent au cold case comme à toutes les autres affaires. Pensez-vous que la justice française dispose suffisamment de moyens pour travailler correctement? Alors, si je vous disais le contraire, vous ne le croiriez pas, parce que toutes les institutions, mais il n'y a pas que la justice, l'éducation, l'hôpital, se plaignent d'un manque de moyens. Et dans 50 ans, on dira que c'est le manque de moyens, même si vous multipliez par 10 les effectifs. Bien sûr, la justice est prise par des affaires urgentes, des affaires de masse, des trafics, des délits de multiples, et elle n'a jamais assez de moyens. Mais attention, je dis, les moyens, on peut toujours les améliorer. On a créé un pôle à Nanterre, il a fallu créer des postes. On n'a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul. On n'a pas dit au juge de Nanterre, ah ben tiens, vous allez avoir le label Colcaise. Non, on a créé des postes. Ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus que le manque de moyens, qui sera toujours le cas dans le secteur public, ne soit pas l'alibi de l'inertie. Ah ben, j'ai pas de moyens, j'ai pas le moyen, donc je ne fais pas. Le temps, des fois, on peut le trouver un peu. S'intéresser à un dossier, la volonté, on peut l'avoir. Sinon, sous couvert de manque de moyens, c'est la façon de botter en touche en disant mais moi je ne m'intéresserai pas à l'affaire parce que j'ai autre chose à faire. Non, c'est aussi une question de volonté, d'envie. Les moyens seront toujours insuffisants, bien sûr, mais le temps, on peut le trouver. Je l'ai vécu. J'étais pas spécialisé dans des cold cases quand j'étais à juge d'instruction. J'essayais de trouver du temps sur mes dossiers contre X. J'avais un certain nombre de crimes de sang à l'époque, il y a longtemps. J'essayais de trouver un peu de temps pour me replonger dans ces dossiers. Alors que j'avais beaucoup d'autres affaires avec des gens en prison, en détention provisoire, j'essayais de trouver le temps parce que ça m'intéressait. Donc je me méfie un peu de ce discours, mais qui n'est pas infondé. Hein. Les tribunaux ils sont submergés d'affaires, comme les hôpitaux ont beaucoup trop de patients, mais il ne faut pas que ce soit encore une fois l'excuse pour ne rien faire. Ça, c'est quelquefois quelque chose qu'il ne faut pas oublier de dire. La justice peut-elle s'améliorer en matière de communication avec les familles de victimes? Je pense à des affaires très anciennes. On entend parfois, quand on s'intéresse au sujet dans certains documentaires, des familles dire nous, on déplore le contact avec la justice, on se sent abandonné, pas forcément mis au courant de certaines avancées, etc. On entend aussi parfois des personnes dire je n'ai jamais été entendue dans ce dossier alors que j'étais une proche de la victime, C'est vrai. etc. Est-ce qu'il y a une amélioration à faire à ce niveau-là? Oui, alors ça a été une des raisons aussi, on l'a écrit dans notre commission, qu'il fallait un traitement amélioré des familles, des victimes, plus de considération, plus d'écoute. Depuis des années, toutes les associations de victimes déplorent que la justice ne leur parle pas, les laisse dans l'ignorance. Tout ça, nous l'avons écrit. Moi, je le vois régulièrement dans le cadre de l'émission Appel à témoins, Oui. où je participe, où j'ai souvent un entretien avec les familles. Elles disent toutes la même chose. Hein. Mon affaire, elle est ancienne, on a autre chose à faire, on ne veut jamais me recevoir, je ne sais rien, il y a eu un juge d'instruction mais qui ne me dit rien. La loi donne des moyens aux parties civiles d'avoir accès au dossier. Elles peuvent être entendues tous les 4 mois, bon, mais c'est malheureusement peu mis en application. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, la justice ait plus de considération pour les familles.
On n'est pas dans des petites affaires, là, hein, on n'est pas sur des petits délits, on est sur des crimes de sang ou des disparitions inquiétantes. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, dans l'accueil, dans la considération. Le problème, c'est que là encore, même si certains magistrats avaient une volonté d'améliorer les choses, ils sont pris par un tel poids des affaires urgentes qu'ils n'ont pas le temps. Si vous voulez, c'est comme si vous alliez à l'hôpital, vous demandez à l'interne aux urgences de vous accorder une demi-heure pour vous discuter alors qu'il a 20 patients dans la salle d'attente. C'est un peu la même chose dans la justice. Faute de temps, de disponibilité, on ne le fait pas assez. Mais il n'y a pas que cette raison. Il y a aussi un mal-être quelquefois des magistrats. Ils ne savent pas trop quoi dire aux familles quand le dossier n'avance pas. Mais pour autant, même s'ils n'ont rien à annoncer de nouveau, de dire on s'intéresse toujours à votre dossier, on y travaille, les familles n'attendent que ça. Elles n'ont pas de souhait démesuré, elles veulent simplement qu'on leur montre qu'on travaille toujours sur leur affaire, qu'on progresse, ou éventuellement que le dossier, malheureusement, est dans une impasse, mais qu'on les reçoive. Les gens comprennent qu'il y a un moment, le dossier ne soit pas solutionné, malheureusement, mais qu'on leur dise. Si on se contente de ne rien leur dire, ou de leur envoyer un papier, ordonnance de non-lieu, ça c'est insupportable. Et en 2025, on ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans, où les victimes avaient une place beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui. Et les victimes le savent parce qu'elles utilisent elles-mêmes les réseaux sociaux, les médias. Et donc la justice doit aussi se mettre au goût du jour et montrer une considération pour ces affaires qui sont quand même les plus graves de toutes celles qu'elles ont à traiter, la justice. Voilà. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de psychologues dans les palais de justice pour assister les magistrats, de personnel pour prendre du temps? Parce que quand vous recevez une famille, vous ne pouvez pas leur consacrer 10 minutes. C'est vite 1 heure, 2 heures, donc c'est du temps. Et le palais de justice, c'est sans arrêt des affaires, on le voit tous les jours. Donc c'est un ensemble de choses et il faut en tout cas que la justice ait pris la mesure de l'évolution sociale, sociétale, qui fait que les victimes ne se contentent plus du silence, hein, où elles ne restent plus inertes, elles agissent. Et ça doit être intégré et pas pris comme une espèce de facteur d'embêtement. Ah ben oui, ils font une campagne, etc. Il faut qu'elles comprennent. Je sais qu'il y a encore des magistrats qui n'aiment pas les émissions de télévision. Et j'ai envie de leur dire, parce que pour eux, c'est du voyeurisme et tout. J'ai envie de leur dire, écoutez, chers collègues, allez l'expliquer à la famille de la victime, que pour eux, c'est du voyeurisme, alors que c'est peut-être leur dernier espoir que l'affaire avance. Et je leur dis toujours aux magistrats, si vous étiez concerné vous-même, vous seriez très demandeur que l'affaire ne soit pas clôturée. Donc, vous devez aussi comprendre, vous, vu la gravité de l'affaire, que cette considération-là, il faut l'avoir, il faut l'améliorer, en tout cas l'avoir, malgré la charge de travail qui est la vôtre, malgré cela, parce que dans votre charge de travail, vous aurez des affaires de drogue, des affaires de vol qui sont moins importantes, objectivement, qu'une affaire de crime de sang ou de disparition inquiétante. Mais voilà. Mais l'affaire plus l'affaire est ancienne, plus elle disparaît des préoccupations des juges qui sont pris dans le quotidien. C'est la délinquance de la rue, la délinquance du quotidien qui leur prend pratiquement tout leur temps. Donc vous parlez d'un engorgement de la justice. Vous m'avez dit précédemment que ce n'est pas une histoire de moyens pécuniaires. Si, on peut améliorer les choses en créant des postes de magistrats, bien sûr, mais même en triplant les effectifs, vous aurez toujours des gens qui vous diront « j'ai pas les moyens ». Les moyens financiers, on les a. Il y a un budget consacré à des recherches assez coûteuses en biologie et autres. Ça ne peut pas être l'alibi. On dit « ah, tout ça, c'est trop coûteux, ce que vous demandez, je ne le fais pas ». Non, la justice peut mettre en France, met de l'argent pour les affaires graves. Hein, rechercher des traces biologiques, c'est un coût. Ça peut pas être le coût et le manque de moyens ne peut pas être invoqué en permanence. C'est une question d'appréciation. Si évidemment la famille demande qu'on exhume toutes les tombes, toutes les personnes inhumées dans un cimetière pour savoir s'il n'y a pas un meurtre, on ne va pas le faire. Si on vous demande de soumettre à la recherche de l'ADN toute la population d'une ville, on ne va pas le faire. Il y a un moment, il y a un minimum de pertinence à la demande. Mais quand c'est un coût, eh ben, on le fait quand même. Le dossier de la tuerie de Chevaline, j'avais estimé il y a 2-3 ans à au moins 500 000 € déjà les dépenses faites dans ce dossier, en pure perte pour l'instant. Donc à un moment, et en France, c'est à l'honneur de la France de dire qu'elle met de l'argent dans les recherches pénales,
Il y a des pays où ce serait absolument inimaginable hein, de dépenser de l'argent alors que les meurtres, il y en a beaucoup, on ne le ferait pas. En France, si. Donc tout ça, c'est des réalités, bien sûr, mais qu'on ne peut pas, encore une fois, mettre en avant comme explication à son inertie, on ne fait rien. Non, ça peut être aussi des réalités, mais on peut, si on veut, on peut progresser très nettement. Oui, il y a un vrai manque de moyens humains aussi, d'après ce que j'entends. Encore une fois, quand un juge d'instruction a 120, 150 dossiers à instruire, ben, il ne peut pas être sur tous les dossiers. C'est comme ça. Ça veut dire plus de Est-ce crimes qu'une chaque année? infirmière, est-ce que dans un hôpital, quand une infirmière a 10, 20, 30 patients ou 40, est-ce qu'elle peut mettre autant de temps qu'elle souhaiterait auprès de ses patients? Quand une institutrice, un professeur a 40 élèves dans sa classe, il mettra moins de temps auprès de chaque élève que s'il en a 2 fois moins. On a tous connu ça. Ça, c'est le problème du service public. Donc, dans ces affaires-là, celles dont nous parlons, il faut du temps. Du temps d'enquête, du temps pour recevoir les proches, la psychologie. On ne peut pas bâcler les choses. Pas recevoir debout au coin de sa porte quelqu'un en disant, vous savez, votre affaire. Donc, le temps c'est vraiment chronophage. Il y a d'autres structures qui viennent en aide au Palais de Justice. Il y a des associations d'aide aux victimes qui font aussi ce travail pour recevoir les familles. Je pense à des cas, par exemple, des suicides, des accidents de la route. On n'est pas sur des cold cases où il s'agit de jeunes victimes et les familles aimeraient savoir un peu plus ce qui s'est passé. Le procureur ne peut pas recevoir tous les proches, il y a trop d'affaires. Donc, il délègue à des associations le soin d'expliquer, de recevoir les proches pour leur expliquer au nom du procureur ce qui s'est passé dans l'affaire. Je pense à des affaires de suicide ou d'accident où il n'y aura pas de suite judiciaire. Ça, c'est important. Mais il y en a tellement. Quand vous êtes dans une ville comme Marseille que j'ai connue, vous avez des décès, vous en avez tous les jours, vous avez tellement de choses. Puis vous avez des gens qui sont traumatisés par un simple vol, un cambriolage. Donc il faudrait pouvoir aussi les recevoir, mais on ne peut pas le faire. Hein, donc là, on parle d'affaires qui sont gravissimes, clairement mort d'homme ou disparition, et c'est celle-là sur laquelle il faut avoir une attention réelle. On parle de combien d'affaires de crimes de sang par an environ? Alors, j'ai dit que le dernier chiffre 2024 des homicides serait de 980 homicides en 2024, donc un peu moins de 1000, qui est un chiffre en augmentation ces dernières années. Je crois qu'on est descendu à peu près 800 meurtres. En gros, on tourne autour de 1000 crimes de sang. En 1995, donc il y a 30 ans, on était à 1400 meurtres. Donc on tue moins aujourd'hui que dans le passé, mais on en parle plus. Ça, c'est les chaînes d'infos continues. Ce qui a augmenté dans ce nombre de crimes de sang, ce sont les règlements de compte. Vous voyez des assassinats liés à des trafics de drogue, on en a plus qu'avant, qui sont des dossiers difficiles à élucider. Mais on n'a pas une flambée des crimes sexuels, des crimes crapuleux. Dans le lot, on a une centaine, 100, 120, 130 féminicides, crimes conjugaux, et puis des crimes ordinaires, des crimes de la vie courante. Donc on n'est pas sur une explosion. On tue beaucoup moins en France qu'aux États-Unis, proportionnellement, ou au Mexique, évidemment. Mais on tolère de moins en moins la mort brutale, et on a des exigences qu'on n'avait pas avant, notamment les familles. Et donc on a du mal à accepter, et on ne supporte pas, par exemple, qu'une personne est tuée alors qu'elle était déjà condamnée, qu'elle était suivie. Il y a une forme de critique générale en disant mais on aurait dû empêcher ça. Ben, oui, mais on ne sait pas ce que quelqu'un, une fois qu'il a purgé sa peine, ce qu'il peut faire. Vous pouvez croiser tous les jours dans la rue quelqu'un qui sort de prison et qui, après un acte fou, après coup, vous dire ah, mais si on l'avait incarcéré, oui, mais si, et si, et si, on ne peut pas mettre 500 000 personnes en prison en permanence parce qu'elles présentent une dangerosité. Et c'est malheureusement, dans toute société, vous avez des gens qui basculent dans le passage à l'acte, soit psychiatrique, soit pas du tout, plus le terrorisme, qu'on peut pas forcément prévoir. Ça, l'esprit humain, il est d'une grande complexité. La prédiction du crime, tout le monde s'est cassé le nez avec ça. Prévoir que quelqu'un va commettre un crime, si le malade mental, qui serait je sais pas, le schizophrène très dangereux, mais c'est extrêmement minoritaire,
Après, je vous dis, votre voisin peut un jour être dépressif et tuer sa famille. Ben, c'est votre voisin, alors qu'il était très bien il y a quelque temps. Et comment vous allez prévoir ça? Si c'est quelqu'un qui a des antécédents judiciaires, là, c'est un peu différent. Mais quelqu'un a pu avoir des antécédents, je ne sais pas, pour vol, escroquerie, puis il tombe dans le crime. Voilà. Des récidivistes meurtriers, il y en a peu. Il y en a, mais finalement, assez peu. Des gens qui se transforment en criminels, il y en a beaucoup, alors que jusque-là, soit ils n'étaient pas connus, personne, ils n'avaient jamais eu affaire à la justice, soit ils étaient connus pour des petits délits. Ils basculent dans le crime, et ça, j'ai mis l'exemple de ce genre de situation, quoi. Et sur ces 1000 crimes de sang environ par an, combien de dossiers non résolus? Alors, l'estimation dit qu'il y a à peu près 20% de ces homicides qui ne sont pas résolus. 20, 25%, ça dépend des années. Mais dans le nombre, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de règlements de compte, qui sont des assassinats, c'est-à-dire des crimes prémédités, où là, le taux d'élucidation est faible, parce que dans ce milieu-là, on ne parle pas. Les auteurs de règlements de compte peuvent être victimes à leur tour. Donc on a un taux de résolution qu'il faudrait préciser, mais qu'on n'a pas. Une fois qu'on a déduit les règlements de compte, on ne sait pas combien finalement de crimes ne sont pas résolus. En gros, on dit 20%. C'est-à-dire sur 1000 crimes, vous en avez 200 qui globalement ne sont pas résolus, mais dans ces chiffres-là, vous avez encore une fois des règlements de compte. Seriez-vous favorable à une loi pour indemniser les parties civiles quand les affaires se soldent par un non-lieu? Difficile, hein, parce que pour l'instant, on ne sait plus. À partir du moment où on a créé un pôle cold case, est-ce qu'on peut dire qu'une affaire est définitivement clôturée? Non. Et puis, je crois que c'est un moment, c'est pas forcément le dysfonctionnement de l'État, c'est qu'à un moment, l'auteur a tout fait pour ne pas être confondu, et on peut. Est-ce qu'il pour autant il faut indemniser? Indemniser à quelle hauteur? C'est la vie. Je dis toujours que c'est la vie en société, qui est une vie où on peut tous exposer un risque. Est-ce qu'il faut pour autant, à un moment, on met en cause l'État? Ça pourrait être le cas si l'auteur avait été mal suivi, là, pourquoi pas. Mais comme on n'a pas identifié l'auteur, par définition, parce qu'on est sur un cold case, on ne peut rien en dire. Donc je vois mal comment on puisse dire, maintenant, alors que le dossier il est toujours en cours 40 ans après, vous me devez de l'argent. Je vois mal ça. Les victimes ont une vraie place maintenant dans la procédure. Elles sont mieux défendues qu'avant. Leur rôle est très actif. Elles peuvent demander beaucoup de choses. Il y a des commissions d'indemnisation. Il y a la CIVI qui est là pour indemniser, mais quand on a aussi une affaire où vous avez un auteur qui a été identifié. Après, c'est au législateur d'apprécier si à un moment il estime que au bout de. Mais avec la création du pôle de cold case, ce sera compliqué. Parce qu'avant, on disait l'affaire elle est clôturée, terminée, on n'y revient pas. Maintenant qu'on peut rouvrir un dossier et le confier au pôle, on peut dire est-ce qu'une fois que les affaires du pôle seront elles-mêmes classées, est-ce qu'on pourra dire là, c'est fini, fini, fini? On peut tout imaginer, mais je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent en fait. En 1984, quand survient l'assassinat de Grégory Villemain, vous êtes juge d'instruction. Comment avez-vous vécu cette affaire? Je démarrais d'ailleurs, j'ai démarré moi en juillet 84. J'étais à Rodez, j'étais juge d'instruction dans l'Aveyron, petit tribunal. Et j'avais dû voir ça, comme tout le monde à l'époque, une affaire étonnante. L'affaire hors norme, un meurtre d'un enfant dans le cadre d'une vengeance familiale, ça se voit quand même très peu, et heureusement. Et c'est une affaire, comme tout magistrat que j'ai suivi avec attention. J'ai été nommé à Bourg-en-Bresse en 2001, entre 2001 et 2004, et j'ai rencontré le juge Lambert, Jean-Michel Lambert, qui était vice-président. Alors on n'a pas vraiment discuté de l'affaire, parce que moi je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie, il m'en a jamais trop parlé, mais j'avais bien compris qu'il avait été très perturbé. Le livre qu'il avait écrit, d'ailleurs le petit juge, a été un succès et on l'avait critiqué là-dessus. J'ai bien compris qu'il s'était senti très seul dans ce dossier. Aujourd'hui, on ne fonctionnerait pas comme ça. La solitude du juge est pris dans un maelstrom médiatique, etc. Il a commis des erreurs, claires. Je crois que tout le monde a commis des erreurs dans cette affaire. Et 40 ans après, on est un peu toujours au même point. Pourtant, un énorme travail a été fait par tous les magistrats qui se sont succédés. Je ne sais pas quel est le volume du dossier, il doit être énorme en nombre de volumes.
Et on est toujours à la recherche de cette vérité impossible. Je crains qu'on ne la retrouve, qu'on ne l'ait jamais. C'est une affaire qui serait résolue aujourd'hui grâce à l'ADN, mais en 84, on ne connaissait pas l'ADN. Cette preuve invisible, on l'ignorait. Et voilà, est-ce qu'on arrivera à la faire rebondir? Il y a eu beaucoup de rebondissements. Est-ce qu'ils en étaient vraiment? Je ne suis pas sûr. On a tout essayé, l'étude, l'expertise en écriture, l'ADN, le timbre, etc. Ça n'a rien donné de probant et je crains que l'affaire se termine un jour sans suite. Et vous, en tant que juge, est-ce que ça a influencé un petit peu votre façon de travailler? Cette pression médiatique? À l'époque, on avait remis en cause la solitude du juge d'instruction, hein, qui d'ailleurs existe toujours. On est en 2025, les juges travaillent globalement seuls, ils peuvent être co-associés avec un collègue sur certains dossiers, mais finalement, il y a eu Outreau aussi, qui était une affaire, grand scandale qui est passé entre-temps. Le juge, à un moment, peut se retrouver assez seul, moins qu'avant, parce qu'il peut demander à un collègue de l'assister. Et ça peut être aussi un problème. C'est-à-dire que face à des enquêteurs en équipe, le parquet en équipe, le juge peut être seul, peut-être trop seul. Soit il ne s'intéresse pas à son dossier, soit il s'y intéresse beaucoup. Il peut se tromper. Il faut qu'il travaille vraiment en osmose avec des enquêteurs, qui suivent très précisément le dossier, qui ne laissent pas carte blanche aux enquêteurs. Et comme les juges ont beaucoup d'autres affaires, ils peuvent de temps en temps déléguer beaucoup d'autres choses aux enquêteurs, au détriment de ce qui s'est passé. Si Jean-Michel Lambert s'était mieux approprié le dossier, l'avait mieux instruit directement, peut-être que les choses auraient été différentes. Il a beaucoup délégué, d'abord à la gendarmerie et ensuite à la police judiciaire, peut-être trop, dans un dossier de cette nature. Mais on est encore une fois dans une époque où on ignorait l'ADN. C'était vraiment la grosse clé. Aujourd'hui, c'est une clé majeure qu'on n'avait pas à l'époque. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, il n'y avait pas l'intelligence artificielle qui peuvent aider beaucoup. Donc, le facteur humain a été très présent, peut-être trop présent dans cette période, qu'il ne le serait aujourd'hui. Les techniques se sont améliorées, le travail collectif, tout le monde utiliserait les moyens modernes qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà. Et après, moi, j'ai souvent plaint Jean-Michel Lambert de cette solitude, qu'il décrit bien dans son livre d'ailleurs, le premier livre qu'il a fait. Et il n'était pourtant pas complètement débutant, il avait déjà 4 ans d'expérience dans ce dossier, et je crois qu'il s'est vraiment laissé déborder, et il n'a pas su gérer son dossier comme il aurait dû le faire, mais encore une fois, à sa décharge, il était vraiment très seul, trop seul. Et vous avez connu Monsieur Lambert, par hasard, est-ce que vous avez connu par hasard Monsieur Maurice Simon? Non, pas du tout. D'accord, ok. Non, non, j'ai entendu parler de lui, puis il est mort pas très longtemps après. Non, je ne l'ai pas connu. Non. J'ai connu un certain nombre de procureurs généraux qui ont repris le dossier par la suite à Dijon, mais tous ont essayé d'avancer. Et je me demande si on souhaiterait un jour mettre fin au dossier, comme si c'était presque un dossier brûlant qu'il ne faut pas ranger, qu'il faut garder vivant. Bon, je suis quasiment persuadé que l'énigme subsistera. À moins qu'il y ait vraiment parce qu'on espère tous, vous savez, la pierre philosophale, l'espèce de truc miraculeux qui va faire rebondir le dossier. Je crois que tout a été fait, malheureusement, et ce qu'on aurait pu faire, on ne l'a pas fait à l'époque. Hein, on n'a pas eu. Voilà, donc, est-ce qu'on aura un témoin qui, à un moment, va dire je vais tout vous dire? J'en doute. Parce qu'au bout d'un moment, le temps passant, ceux qui ont été les protagonistes du dossier n'ont plus envie d'évoluer dans leurs déclarations. Ils voient les ennuis que ça peut leur apporter, une espèce de déchaînement médiatique. Ils veulent qu'on les oublie. Et même, vous voyez, le 40e anniversaire en octobre dernier, je pensais qu'il y aurait plus d'émissions, de choses comme ça. Je suppose que les époux Villemain ont décliné des interviews. Mais je pensais qu'on s'intéresserait plus. Finalement, alors peut-être que l'actualité, octobre, c'était le premier anniversaire de l'affaire de Gaza, le 7 octobre. Mais je pensais qu'on parlerait plus de cette affaire qu'on ne l'a fait, comme si finalement il y avait une espèce d'acceptation sur le caractère presque insolu de l'affaire. Mais peut-être par orgueil, par volonté d'aller jusqu'au bout, chaque repreneur du dossier a envie d'y mettre son grain de sel. Et finalement, on n'arrive pas à faire avancer le dossier plus que ça. Alors on peut toujours souhaiter l'embellie absolue, mais j'en doute un peu. Ce sont les parents aujourd'hui qui font
tout ce qui est en leur pouvoir judiciairement parlant pour ne pas refermer ce dossier et continuer à faire ce qu'il est un peu possible. Oui, puis les avocats se succèdent, Mmh. là aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a toujours un intérêt, et tant mieux s'il y a un nouveau regard. L'intérêt du pôle Colquet, c'est qu'il y a un nouveau regard sur un dossier. Et là, on peut dire qu'il y en a eu des nouveaux regards sur l'affaire Grégory, hein, le nombre de magistrats qui se sont succédés, le nombre d'avocats. Euh, mais il ne faut pas qu'après, chacun croit que parce qu'il se remet dans le dossier, lui, il va trouver la vérité. Ça, c'est une forme d'orgueil qui me paraît déplacée. Je vous dis, je parlais de Jack l'Éventreur, combien d'écrits vous disent, ah ben, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, 200 ans après ou 150 ans après. Moi, je suis un peu sceptique sur tout ça. La vérité, elle est enfouie. On peut penser qu'elle n'est pas très loin de ce qu'on croit savoir dans le dossier, mais pour le démontrer, pour faire en sorte que l'auteur ou les complices soient jugés devant une cour d'assises, ça, ce sera une autre paire de manches. En 2017, un couple a été mis en examen, mais cette mise en examen a été annulée pour vice de procédure. Peut-on imaginer une nouvelle remise en examen et sous quelles conditions? On peut tout imaginer, mais je crois que certains sont décédés dans cette affaire. Il y a eu, alors je ne sais pas qui, Alors, je ne me pas le souviens couple plus, en question. pas le Le couple en couple question. Jacob n'a pas été. Ben, tout est possible. Bien sûr, il peut y avoir une remise en cause s'il y a des indices nouveaux. C'est pas, puisque ce n'est pas un acquittement, on ne peut pas revenir sur un acquittement. Là, c'est une annulation de procédure qui n'empêche pas qu'on continue à s'intéresser aux mêmes personnes s'il y a des éléments contre eux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des indices justifiant une nouvelle mise en examen. Il faut obligatoirement de nouveaux éléments Ben, ou une mise en examen peut-elle s'appuyer sur les éléments déjà existants oui, au mais dossier? s'ils ont été annulés, si des choses, on ne peut pas faire référence à des choses qui ont été annulées dans le dossier. Même sous vice de forme. Oui, même chose. D'accord. C'est des annulations qui rendent très compliqué la reprise. Parce que vous interrogez les personnes, mais elles vont vous dire, moi ça, je me suis expliqué, je ne vais rien vous dire de plus. On n'avancera pas plus, si vous voulez. Il y a un moment, il faut s'avouer vaincu, battu, euh, pour des raisons de droit. C'est mal compris par le grand public, hein, mais c'est l'application de la loi, et à un moment ou à un autre, on ne peut pas changer les choses, même si on a une conviction. Droit et moral, c'est deux domaines très différents. Hein, souvent, on peut avoir moralement tort et juridiquement raison, ou juridiquement tort et moralement raison, ce qui n'est pas simple de se dire. Et ça, c'est mal compris parce qu'on dit, mais c'est pas normal, c'est peut-être un criminel, un assassin. Oui, mais c'est la loi. Si un criminel se réapparaît alors que le dossier est prescrit, on ne pourra rien faire contre lui. Quelqu'un qui a tué quelqu'un avant 2017, qui a pris la fuite et qui réapparaîtrait des années après que le dossier ait été clôturé, il a ce qu'on appelle, lui, la prescription, et on ne peut rien faire contre lui. Même s'il frappe la porte d'un commissariat, il dit « oui, c'est bien moi qui ai tué cette personne il y a 15 ans, mais la loi est pour moi, et on ne peut rien faire contre moi. » Donc moralement, il a tort, mais juridiquement, il a raison. C'est difficile à admettre pour un public, ça. Les règles de prescription qui font qu'avant 2017, elle était de 10 ans, la prescription en matière de crime. 10 ans à partir de la clôture d'un dossier. Aujourd'hui, elle est de 20 ans, donc on peut travailler plus longtemps. Mais c'était un coup près. Et 10 ans, c'était très vite, puisque les dossiers à l'époque, souvent, les instructions dans les dossiers ordinaires duraient 2, 3 ans, 2 ans. On clôture le dossier et 10 ans courent à compter de la clôture du dossier. Donc c'était très rapide, trop rapide. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Donc le temps et je pense même, moi, que dans les crimes de sang, la prescription pourrait être encore plus longue. Moi, à titre personnel, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 40 ans. C'est le délai de conservation des fiches au fichier ADN. Aujourd'hui, elle est de 20 ans, la prescription en matière de crimes de sang. Je pense que c'est insuffisant. Nous, dans la commission que j'ai présidée, on avait même proposé 30 ans. Et à titre personnel, je pense qu'on peut aller jusqu'à 40 ans, de façon à laisser la science le temps pour pouvoir peut-être, avec le progrès scientifique, avancer sur un dossier, avec évidemment une conséquence, c'est que l'auteur des faits peut-être sera mort de sa belle mort. Et on le voit aux États-Unis, où ils n'ont pas de prescription, et ils résolvent des cold cases des années 50, 60, 70, des crimes de sang terribles, où l'auteur est mort entre-temps. Mais au moins, ils ont un résultat, peut-être pour les descendants des familles, c'est ça qui est bien. Mais on ne pourra rien faire contre l'auteur s'il est mort. Alors il s'est suicidé, il est mort d'une maladie. Et le temps qui court,
amène aussi au vieillissement de la personne. Regardez Émile Louis, il a pu être jugé, il est disparu de Lyon, mais il était déjà assez âgé au moment où il a été arrêté. Fourniret, il est mort à 79 ans en prison, il était déjà assez âgé. Ça, ce sera le problème des cold cases qu'on va résoudre des années plus tard avec potentiellement un auteur qui lui-même aura bien vieilli. Est-ce qu'on devra faire fi de cette considération? Même s'il est octogénaire, ben, on devra le juger. Moi, je pense que oui, mais se posera un peu ce problème De la jugement. morale. Voilà. Vous voyez, c'est pas si simple, toutes ces questions. La recherche de la vérité, tout le monde est pour. Les familles espèrent ça. Les familles ou leurs proches ou leurs descendants, parce qu'après les parents disparaissent, c'est les petits-enfants, puis après, comme tout être humain, l'oublie, enfin on oublie avec le temps hein, les choses forcément, mais c'est bien que la société à un moment n'oublie pas, se donne les moyens, et c'est plutôt à l'honneur de la France, de se dire que, alors que la justice est toujours critiquée, qu'on est un des premiers pays du monde à se donner les moyens, c'est plutôt, et j'espère que d'autres pays européens feront la même chose. Certains ont des règles draconiennes en matière de prescription, plus sévères que nous. Voilà, tant mieux si ça fait école, si d'autres pays, mais il faut des pays déjà qui ont les moyens de faire ça. Je pense que des pays africains, les pays pourront pas, pour qui le crime est tellement banal. Vous avez vu au Mexique, vous avez des charniers, on trouve 35 cadavres. La mort fait partie de la vie d'une certaine manière, et il ne faut pas demander à la justice qu'il n'y a pas de moyen d'aller traiter tous les cold cases alors que c'est des milliers et des milliers de victimes. Nous, on a une justice de riches, pays de confort, tant mieux, mais on ne pourra pas attendre et espérer la même chose de pays où un Français a pu perdre la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou dans d'autres pays. Et là, l'état de ces pays ne sera pas le même qu'en France, hein, de la police scientifique, de la justice. Voilà. C'est tout le problème des Français qui disparaissent à l'étranger. C'est que c'est le droit local qui s'applique, la réalité locale, et elle n'est pas celle qu'on connaît en France. En parlant de moyens, je vais vous dire qu'on pense à prolonger la garde à vue en France. C'est vrai? Enfin, vous me confirmez ou pas? Et est-ce que vous y êtes Je crois favorable? qu'il y a des domaines, oui. Alors moi, je pense que, je l'ai écrit dans mon bouquin, je pense que pour les crimes de sang, uniquement, les meurtres, moi je pense que la garde à vue pourrait être de 4 jours. Elle est de 2 jours actuellement. 4 jours, c'est le temps pendant lequel on peut garder un vendeur de hashish en garde à vue. Ce n'est pas le cas pour un criminel, c'est 48 heures. Et moi, je crois que ça pourrait être sous contrôle du juge, une garde à vue étendue. Pourquoi? Parce que pour avoir le temps de faire des investigations. Imaginez qu'on est un meurtrier, mais on n'est pas à retrouver le corps de sa victime. Ben, 48 heures, ça peut être très court. Qu'on ait des expertises ADN en cours. Et moi, je ne trouverais pas scandaleux que uniquement pour les crimes de sang, on ait une garde à vue rallongée, à la différence des viols, où là je ne suis pas pour que dans les viols, la victime peut parler, elle peut révéler. Crime de sang, la victime est plus de ce monde. Moi, ça ne me choquerait pas que des règles de droit soient un peu plus autorisent davantage de souplesse uniquement pour les crimes de sang. Un tueur en série, on ne peut pas le garder plus de 48 heures. Un vendeur de 3 barrettes de hashish, on peut le garder 4 jours. C'est le droit français. Et donc, est-ce que l'affaire Grégory pourrait être éventuellement transférée au pôle cold case s'il y a un non-lieu, par exemple? Non. Je pense que l'affaire Grégory, elle ne sera jamais au pôle cold case parce que des gens ont été mis en examen, même s'il y a eu des annulations, et le pôle cold case ne prendra pas ce dossier. Il a déjà été, et puis d'autant moins qu'un dossier qui dure depuis 40 ans, il n'y a jamais eu de rupture. Hein. Donc je pense que le pôle cold case ne prendra jamais ce dossier, même si un non-lieu est rendu à la chambre de l'instruction de Dijon. Et on peut avoir un non-lieu très détaillé, éventuellement sur une thèse de la justice, c'est possible ça? Oui, après ce sera la décision de la chambre de l'instruction de Dijon qui décidera si elle doit clôturer l'instruction une bonne fois pour toutes ou pas. Pour l'instant, personne ne veut prendre cette responsabilité de clôturer le dossier. Même si le dossier n'avance pas, je crois, on peut toujours multiplier les investigations, réentendre des personnes, revérifier, mais à un moment, il faut en prendre son parti. Hein. Je crois que malheureusement, on n'aura pas de preuves scientifiques. On peut avoir des présomptions, des suspicions. On en a déjà beaucoup dans ce dossier, mais de là à avoir des éléments tangibles, on les aurait eus depuis.
On les aurait eu ces 10 dernières années, alors que la science avait beaucoup progressé. Donc moi, je crains qu'il faille admettre que le dossier, à un moment, sera clôturé, mais je crois que personne ne veut prendre la responsabilité de le clôturer. Ça reste un dossier emblématique qui doit être, encore une fois, très volumineux, un peu le symbole d'un échec judiciaire, bien sûr. Donc, l'espérance d'un rebondissement, j'y crois pas trop, un rebondissement majeur, hein. Ça fera encore vendre, ça intéressera encore beaucoup. Il y a des générations d'avocats qui vont se pencher sur le dossier. Est-ce qu'à un moment, les enfants du couple Villemain eux-mêmes voudront reprendre le flambeau? Voilà. Puis après, le dossier va s'effilocher jusqu'à sa clôture. 40 ans, c'est quand même un des dossiers les plus anciens. Il y a plus ancien, je crois qu'il y a une affaire de 72 au pôle de Nanterre, la famille Méchineau qui a disparu en Charente, 1972. Le dossier est toujours en cours, mais il n'a pas eu la même ampleur, intensité que l'affaire du petit Grégory, donc qui est quand même une des plus anciennes, hein. Parce que le plus ancien crime que tu es traité par la brigade criminelle, le plus ancien cold case, c'était la petite Cécile Bloch, en 86, tuée par le grêlé, la François Vérove. C'était le plus ancien crime, c'était 86. Donc, je crois que l'affaire du petit Grégory, c'est une des plus anciennes affaires criminelles en France, actuellement. Donc, à un moment ou à un autre, le dossier sera clôturé. Mais qui va prendre cette responsabilité? Point d'interrogation. Et que pensez-vous de la décision prise par les sages en 2018 de considérer inconstitutionnelle la loi entourant de la garde à vue de Muriel Boll 34 ans après? Ouais, bon, bah oui, Ça se fait, c'est sur le vu de l'évolution des textes, des mentalités, rétroactivement, on dit que les conditions de l'audition de la gamine, qui d'ailleurs sait beaucoup de choses, à mon avis, dans cette affaire, étaient nulles. Bon, c'est pour ça que ça prive encore une fois un peu plus la recherche de la vérité, ça. Parce qu'à mon avis, Muriel Boll, c'est une des clés du dossier. Qu'a-t-elle vu, qu'a-t-elle fait? Je l'ignore. Donc, c'est un tour de vis supplémentaire au cadenas qui va refermer le dossier, je pense, à un moment ou à un autre, hein. Et donc, j'ai une dernière question. Peut-on condamner uniquement sur la base d'un faisceau d'indices graves et concordants, sans preuve scientifique ou absence de corps? Et justement, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Jubilard. Et vous verrez un parallèle que j'aimerais faire par la suite. Bien sûr, on peut condamner quelqu'un sans corps. On a jugé un tueur en série à Marseille, Patrick Salamé, qui a été condamné 2 fois à perpétuité pour le meurtre de 3 prostituées et d'une jeune fille, 4 victimes. On n'a jamais retrouvé leur corps. L'affaire Agnolet, Maurice Agnolet, qui a été condamné, on n'a jamais retrouvé le corps de la victime. Donc ça, c'est bien possible. Mais il faut, pour ça, avoir des éléments dans un dossier. Je ne connais pas le dossier Jubilard, il va être jugé, je crois, dans le courant de l'année. Donc, je ne pense pas qu'on retrouve les restes de sa femme. On verra ce que décidera la cour d'assises, mais c'est une question en fonction des éléments que seul le dossier permet d'identifier, parce qu'il y a ce qu'on disent les médias, mais ce qu'il y a vraiment dans le dossier, qui considère qu'il y a de quoi le faire juger. En fait, une cour d'assises, les jurés n'ont pas besoin de preuves absolues, il leur faut ce qu'on appelle leur intime conviction, c'est dans la loi. Il faut des éléments d'appréciation, ça peut être des aveux, ça peut être toute autre chose, qui leur font pencher leur décision dans un sens ou dans un autre. C'est tout. Il faut qu'il y ait majoritairement une intime conviction qu'il sera coupable. Alors, soit il sera acquitté, soit il sera condamné, évidemment. Mais on peut évidemment, et heureusement, condamner quelqu'un sans corps. Sinon, déjà que les meurtriers ont déjà volontiers tendance à faire disparaître le corps de leur victime pour ne pas être identifiés. On le voit dans l'affaire Nordal-Lelandais, on le voit dans beaucoup d'affaires, hein. La tentation du meurtrier, c'est de se débarrasser du corps de sa victime. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a de l'ADN, son ADN sur. Donc on brûle, on enterre et tout. Donc il ne faut surtout pas que les auteurs de meurtres aient le sentiment que parce qu'on ne retrouve pas le corps, ils sont impunis. Ben non, c'est quelque chose. Ce n'est pas le crime parfait. Je pense qu'il y a une affaire Bonfontil, une jeune femme qui a été tuée en 86. L'auteur a reconnu les faits en 2021. Après avoir fait disparaître le corps, et on va attendre ce que décidera la Cour de cassation, mais moi je considère que le fait pour l'auteur du crime d'avoir dissimulé le corps de sa victime après les faits
ne doit pas lui faire bénéficier de la prescription. Hein, on devrait considérer que la prescription ne courra qu'à compter de la découverte du corps ou de ses aveux, et pas de la commission des faits. Quand l'auteur a tout fait pour égarer la justice, il ne doit pas bénéficier du régime de prescription ordinaire, comme si on avait retrouvé le corps tout de suite. Il a dissimulé son corps. Et vous savez, aujourd'hui, la petite Maëlys, qui a été tuée en 2017, ou le caporal Noyer, même chose, on les rechercherait toujours. Et peut-être que Nordal Lelandais serait dans la nature. Soupçonné, mais accusé, mais pas suffisamment de charge. Et on chercherait toujours ces deux disparus. Et donc, il faut lutter contre cette tendance à faire disparaître un corps. Je pense que ces dernières années ont dû sévir en France des assassins, peut-être des tueurs en série, qui ont su qu'il fallait surtout faire disparaître le corps. Et dans les disparus qu'il y a chaque année, inquiétants, il peut y avoir des gens qui ont été victimes d'un meurtrier, qui a été suffisamment malin pour dissimuler le corps, le faire disparaître. Et ce faisant, ils savent qu'on ne peut pas remonter jusqu'à eux. Et on ne sait même pas si la victime a été assassinée. C'est le problème des disparitions inquiétantes. On peut le penser. Cécile Valin, une jeune fille qui a disparu en 1997 en Savoie, elle marchait au bord de la route. Elle a dû être enlevée et tuée, mais on ne peut pas l'assurer, on n'a pas son corps. Alors, on a évoqué la piste Fourniret, pardon, dans oui, tout ce qui est Cécile Valin. Oui, c'est une piste, bien sûr, on ne sait jamais. Même si d'autres Fourniret ont pu sévir. Hein. Le gars qui a tué la petite Lina, je ne sais plus son nom, et qui s'est suicidé, c'était pareil. Il est arrivé, il marche au bord de la route, manque de chance, elle tombe sur un tordu qui l'enlève et qui la tue. On a dans ces situations-là. Donc, on peut avoir des assassins, prédateurs, qui recherchent leur proie. Mais quand même, de là à chercher des gens sur une route déserte, c'est que vraiment, c'est plutôt la coïncidence. Hein. Fourniret, il était en prédation lorsqu'il s'en est pris à la petite Estelle, manifestement. Mais des prédateurs, heureusement, ne sont pas nombreux. On peut avoir plutôt l'assassin opportuniste qui voit une jeune fille, une jeune femme. Et voilà, ça peut être cette victime, ça aurait pu être n'importe quel autre. Et pour en revenir à ce que vous indiquez par rapport à l'intime conviction des jurés, ce qui veut dire que, par exemple, supposons qu'il y ait un procès dans l'affaire Villemain et que le couple Jacob soit mis en examen et suspecté, il y a une possibilité qu'il y ait eu une condamnation par intime conviction des jurés, sans qu'il y ait réellement qu'il soit mis en examen, renvoyé devant une cour d'assises. C'est l'étape. Parce qu'il y a l'étape de la suspicion, le suspect, vous pouvez être placé en garde à vue. Vous pouvez, la deuxième étape, être mis en examen, c'est déjà un peu plus, par un juge. Ensuite, vous pouvez être renvoyé devant une cour d'assises, accusé, libre ou détenu. Et après, vous pouvez être condamné ou pas par la cour d'assises. Donc, ça fait des étapes. Hein. Et il y a des suspects qui ne seront jamais jugés, alors que c'est peut-être les auteurs, faute de preuves, faute d'éléments. Des gens qui ont été jugés, mais qui ont été acquittés, alors qu'ils sont coupables, parce que les preuves dans le dossier ont été considérées comme insuffisantes. Parce qu'on pense toujours à la personne acquittée parce qu'elle était innocente. Bien sûr, il peut y avoir des innocents acquittés, mais on a plus de coupables dont on n'a pas pu démontrer suffisamment dans le dossier qu'ils étaient coupables. C'est pour ça qu'ils sont acquittés, faute d'éléments suffisants. Voilà. Après, mais ils sont acquittés, donc moralement, juridiquement, pas moralement, ils sont innocents. Par défaut de preuves, d'indices. Et ça arrive, vous pouvez avoir une cour d'assises qui condamne en première instance et une cour d'assises d'appel qui acquitte, qui n'a pas la même interprétation des choses. Après, on est dans une démarche humaine, hein, subjective. C'est pas un ordinateur qui décide. Et ça surprend toujours qu'un tribunal, une cour condamne, une autre acquitte. Oui, mais c'est des jurés différents, qui ont une appréciation différente du dossier. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute, qui doit profiter à l'accusé. C'est dans la loi. Ce que disent beaucoup les avocats, si vous avez le moindre doute, mesdames et messieurs les jurés, vous devez acquitter mon client. Alors, il suffit que le client nie les faits pour que ça soit un doute, un peu plus que nier les faits. Hein. Il faut que le dossier, il y ait vraiment un doute, hein, parce que sinon, seuls les imbéciles seraient condamnés, ceux qui ont avoué les faits. Donc, tout ça, c'est une question d'appréciation variable, différente selon les tribunaux, les cours d'assises. Tout est possible. Aujourd'hui, depuis 2001, on a un droit d'appel des verdicts de cour d'assises. N'oubliez pas qu'avant 2001, donc c'est pas si vieux, il n'y avait pas d'appel possible. Et qu'avant 1980, il y avait la peine de mort. Peine de mort sans appel. Ranucci.
Aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort et possibilité de faire appel. Donc c'est quand même un gros progrès. Avant, ce n'était même pas possible, hein. Condamné à mort, aujourd'hui, tous nos tueurs en série seraient sans doute condamnés à mort, auraient été décapités s'ils avaient commis leurs actes avant 1980. Tueurs en série, ils étaient tous, la plupart, exécutés. Nous, nos Fourniret, nos Guy Georges, nos Patrice Allègre et compagnie, parce que, bon, voilà, c'est l'évolution du droit, c'est l'évolution de la société, c'est comme ça. Et donc, on applique le droit à un moment X, lequel droit va évoluer au fil des années, et le droit français ne sera pas le même dans 50 ans. Comme il n'est pas le même aujourd'hui par rapport aux années 70, 80, peut-être que la garde à vue sera plus longue, il y aura peut-être d'autres moyens technologiques, même sans doute, il y a des choses qu'on acceptera dans le futur qu'on n'accepte pas aujourd'hui, ou inversement. Personne ne peut le dire. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, ne pas faire des grands pronostics, être définitif dans ses analyses, parce que dit, si on avait connu l'ADN, moi quand je suis rentré dans le métier, si j'avais su que on laissait tous nos traces invisibles, ça aurait été formidable, mais on n'avait que les empreintes digitales et les groupes sanguins, hein, c'est tout. Groupe sanguin A, O+, on n'allait pas loin avec ça, hein, le sang, et les empreintes digitales. Quand on n'en avait pas, on n'avait rien de tout ça. Ça a été une révolution considérable. Peut-être qu'il y aura encore autre chose dans l'avenir, puisqu'on dit que dans l'air, on pourra aussi avoir des particules, on pourra faire des tas de trucs. Peut-être que je dis toujours, je l'écris dans le bouquin, à la naissance, on aura peut-être une puce GPS injectée dans le cou, et comme ça, on pourra tracer tous les individus, ce qui serait insupportable aujourd'hui, mais qui dit que ça le sera dans 50 ans? Personne. Donc, soyons modestes, on fait avec le droit d'une époque, simplement préservons l'avenir. Encore une fois, ce qui, lui, n'est pas dématérialisable, ce sont les objets. Un crime, c'est des objets. C'est les vêtements d'une victime, c'est un verre, ça, c'est des objets qui ne vont pas changer. Ce qui change, c'est l'ordinateur, c'est la numérique et tout, mais les objets, eux, il faut les conserver. Parce que ce verre, mon ADN, dans 30 ans, s'il est bien conservé, on pourra le retrouver. Mais il faut que j'aie conservé le verre. Et ça, on ne peut pas le dématérialiser, le verre. Alors, sans doute qu'on pourra peut-être, en analysant plein d'objets, est-ce on aura des moyens d'analyse immédiat, de prélèvement de l'ADN sur des objets qu'on pourrait absolument immédiatement numériser, au cas où si on fait disparaître le support, on garde l'ADN, mais il faut quand même le prélever physiquement, avec des écouvillons et tout, je ne sais pas trop, hein. Mais on va progresser. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Dallest. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Cold Case. Oui, il est sorti il y a 2 ans, et je l'ai fait pour tout lecteur qui s'intéresse aux crimes et aux crimes de sang en particulier. Mais étant enseignant à l'université, je l'ai fait aussi pour des étudiants, pour des élèves magistrats, des élèves avocats, des élèves policiers. Puis évidemment, tout lecteur, je le pense souvent et je le dis souvent, il peut être un juré de cour d'assises en puissance. Un jour, le lecteur peut recevoir une convocation à se présenter à la cour d'assises pour juger une personne accusée de viol, enfin viol maintenant c'est plutôt la cour sans juré, mais de meurtre. Donc d'essayer d'expliquer un peu la problématique assez compliquée quand même des cold cases. Je l'ai beaucoup illustré avec des tas d'exemples, vécus à titre personnel ou autre, pour montrer que c'est comme ça, que la science aide beaucoup, que c'est pas si facile, qu'on vit en société, qu'on peut croiser la route d'assassins, qu'on a des exigences, mais qu'il y a aussi une réalité qui s'impose à nous. Et de se dire que la science ouvre des horizons considérables. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce bouquin, ce serait intéressant de le relire dans 40 ans, pour dire, tiens, ils en étaient encore à l'ADN. Tiens, ils avaient encore ça, mais comment ça se fait? Il y avait encore quoi, un juge d'instruction? C'est quoi un juge d'instruction? Et oui, tout ça change beaucoup, hein. Et en revanche, il y aura toujours des crimes de sang, je pense, peut-être moins qu'aujourd'hui. Vous savez, je dis toujours, est-ce qu'il y a une différence entre un féminicide commis en 2025 et le même féminicide commis en 1625? Le type qui tue sa femme, il y a 400 ans, aucune. Il le tuera par énervement, par colère, par tout passion. Ce qui change, c'est la science et la médecine, hein, qui peut peut-être sauver une victime. Mais finalement, la colère, l'humiliation, la vengeance, c'est des choses traditionnelles qui n'ont jamais changé. Et donc, on peut comparer les époques.
Mais à l'époque, même un crime de sang pouvait passer inaperçu, ou on considérait presque ça comme normal, les infanticides et tout ça. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais la constance du crime, il a toujours existé. Le crime sexuel, le crime crapuleux, le crime conjugal, ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est le crime terroriste, le crime organisé, qui est plus récent, on va dire. Mais pour le reste, c'est la nature humaine, hein, qui est pétrie de sentiments, avec d'accès de violence. Et on a tous un potentiel, et je le raconte dans mon prochain bouquin, un potentiel de violence dissimulé dans le cerveau, qui peut se libérer avec l'alcool, avec les médicaments, avec les stupéfiants, avec son enfance difficile, et puis exploser en un passage à l'acte. Et le grand problème, que moi j'ai été confronté pendant très longtemps, c'est pourquoi passe-t-on à l'acte? Pourquoi une personne qui n'est pas une personne violente naturellement devient-elle criminelle après un mot blessant, après une attitude, un geste? Ce basculement dans le crime, même pour des gens éduqués, m'a toujours questionné et je n'ai pas de réponse. Et même des psychiatres ont du mal à expliquer pourquoi à un moment on a donné 20 coups de couteau à sa copine ou à sa femme, pourquoi on a tué toute sa famille. Et ça renvoie à des sentiments humains traditionnels, en fait, qui n'ont jamais tellement changé et qu'on retrouve dans tous les pays du monde, hein. Il n'y a pas un pays qui soit épargné par des crimes. Alors, il y a plus de crimes crapuleux dans les pays pauvres, où vous risquez plus votre vie de vous faire rançonner ou faire tuer pour votre argent dans certaines villes du monde qu'en France, par exemple. En revanche, le crime conjugal, je pense que dans tous les pays du monde, il y en a, hein. En Afrique, personne n'est épargné parce que c'est la vie. Dans la Bible, hein, Abel qui tue Caïn, non, c'est Caïn qui tue Abel, pardon. Voilà, le crime est consubstantiel à l'homme. Il y avait quelqu'un qui avait dit, je crois que je l'avais repris, le crime, c'est le plus vieux compagnon de route de l'humanité. C'est juste, hein. L'homme qui s'entretue, les guerres, les bagarres. En fait, comme on peut tous se suicider, on peut d'autant plus facilement tuer l'autre, qu'on peut mettre fin à ses propres jours. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Et dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les mois, des gens vont perdre la vie chez eux, dans la rue, à la sortie d'une discothèque, sur une bagarre stupide. Et je le raconte aussi dans mon prochain bouquin. Le mobile dérisoire d'un crime, c'est extraordinaire. Combien des gens ont perdu la vie, ont ruiné leur propre vie pour une stupidité, une bêtise, quoi. Presque des trucs sans mobile pour rien. On va tuer une bagarre. Pour des sommes dérisoires. Des choses stupides. Des querelles de voisinage. Je raconte une affaire assez incroyable d'un voisin qui en a tué un autre pour une histoire de droit de passage. Et j'en ai connu beaucoup. Et chaque fois, on se dit, mais vous avez ruiné la vie d'une personne, vous avez détruit la vie, puis vous avez ruiné la vôtre pour une connerie. Vous auriez... Ah, mais c'était ma impulsion, j'y ai rien pensé, j'ai été... La colère et l'humiliation sont deux sentiments hyper dangereux. Colère, on ne se maîtrise plus. On prend un couteau. Alors bien sûr, quand on a une éducation, une culture, on a des freins qu'on a moins quand on est dans l'alcoolisme ou dans la misère, hein. L'humiliation dangereuse, parce qu'on a tous vécu des moments d'humiliation avec son prof, avec un instituteur, avec un voisin, avec un patron, et on garde sur soi. Il y a un moment, c'est la soupape, et boum, ça explose. Heureusement, on ne passe pas tous à l'acte, sinon il y aurait beaucoup plus de crimes. Les bagarres, et des fois des gens simples peuvent tout de suite, n'ayant pas les mots pour verbaliser, ils utilisent les gestes. Et ce qui est toujours dangereux, c'est de se promener avec un couteau, une arme à feu évidemment, mais un couteau. Le nombre de crimes commis parce que l'un des protagonistes avait un opinel ou avait un couteau sur lui, s'il n'avait pas eu ce couteau, il n'y aurait qu'un coup de poing, quoi. Combien de crimes j'en ai connu, des terribles, parce qu'on avait un couteau sur soi. On l'a vu très récemment dans l'actualité, le jeune Elias Mais oui, qui se fait... mais il y en a tout le temps. Voilà, qui se fait planter Mais j'ai avec connu le un couteau gros pour procès un à téléphone Grenoble. portable. On a eu un jeune qui avait été tué, l'affaire Pérez, à la sortie d'une discothèque, pour une bêtise de rue. Il y en avait ils avaient un couteau, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire la chasse et on l'avait fait quand on était à Grenoble, des gens qui arrivent au portique du palais de justice avec des couteaux sur eux. Alors,
Pas seulement pour le casse-croûte, hein, mais pour se défendre et tout. Et le nombre de gens qui se promènent avec un couteau, alors que c'est interdit, c'est un délit. On n'a pas le droit de se promener avec un couteau sans motif légitime. Motif légitime, c'est, je sais pas, avoir un métier qui vous oblige à avoir un couteau, mais bon. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a un vrai risque, à un moment ou à un autre, de le sortir. Et puis, et puis le risque, c'est le couteau, il va vite s'enfoncer dans une poitrine et c'est très, très rapide. Hein. Merci beaucoup, Jacques David. Merci à vous. Ce prochain livre dont vous nous avez parlé s'appelle Sur les chemins du crime aux éditions Mareuil. Oui. Et c'est à sortir au mois de mars prochain. Oui, je raconte 42 affaires criminelles, dont l'affaire de la petite Maëlys tuée par Nordal Lelandais. J'essaie de raconter les crimes que j'ai vécus comme juge d'instruction, comme procureur, et surtout de montrer l'ordinaire du crime. Cette fois, ce sont des crimes résolus, des crimes élucidés, et montrer la diversité des mobiles, et puis quelquefois, encore une fois, la stupidité humaine et la violence dont l'être humain peut être capable. Je raconte d'ailleurs des crimes commis par des femmes, parce qu'évidemment les femmes sont beaucoup moins meurtrières que les hommes, elles sont souvent victimes en revanche, mais je raconte un certain nombre de crimes commis par des femmes que j'ai connus comme juge ou comme procureur, et on voit que, je l'ai dit assez souvent, les femmes tuent peu mais tuent bien. C'est ce que je raconte dans le livre. Nous lirons ça avec grand plaisir. Merci à beaucoup. vous. Au Merci à revoir. vous. Merci. Au revoir. Things will get better. Things will get good. Things will get better. Things will get good. Things will get better. Things will get good.